Mais bien sûr. Ok, entendu. Vous êtes sur les ondes de Choc FM 105.1 et en vidéo sur nos plateformes numériques. Je suis Guillaume Laurin et nous fêtons le 8 mars 2022 la Journée internationale du droit des femmes. Et à cette occasion, nous avons, par l'entremise de notre ami le professeur Norman Cornett, la chance d'avoir rassemblé un panel exceptionnel de femmes canadiennes et même au-delà de nos frontières. Elles sont réparties un petit peu partout autour de la planète, mais elles sont avec nous pour eh bien, célébrer ensemble cette Journée internationale des femmes autour de la présentation d'un film documentaire à pleine voix présenté aujourd'hui même par l'ONF et disponible gratuitement dès à présent sur le site internet onf.ca. Ce film à pleine voix est réalisé par Saïda Washoyu Ozarowski. Je m'excuse si j'ai mal prononcé votre Ciao. nom. Washoyu, voilà. Saïda qui est avec nous et qui va sans plus tarder peut-être commencer par répondre à quelques questions du professeur Cornett qui est avec nous également pour cette rencontre dialogique comme le professeur en a le secret. Professeur, Saïda et mesdames, bonjour et bienvenue. Merci. Alors, d'abord, merci à Saïda d'avoir accepté cette invitation de participer à l'entrevue dialogique autour de son documentaire euh, à pleine voix. Je tiens à souligner aussi la participation, l'initiative de Choc FM et son nouveau directeur, Guillaume Laurin, qui est devant nous, pour souligner la Journée internationale des femmes et demain, le 8 mars, de concert, la première mondiale d'À pleine voix. Or, à l'image de ce documentaire, j'ai invité un groupe de femmes, mais très variées, d'arrière-plan, de disciplines différentes, et de dialoguer autour des enjeux. Or, quel est le principe opérateur d'une entrevue dialogique? Eh bien, c'est celui-ci. Il n'y a qu'une mauvaise question, celle qu'on ne pose pas. Donc, on va favoriser un débat d'idées sur ce documentaire à pleine voix. Et au fur et à mesure, je vais présenter nos participantes invitées. Et je commence, puisqu'il fait déjà bientôt 23 heures en France, je vais inviter Maître Camille Rousset du cabinet Del Sol et Associés, un des plus grands cabinets de Lyon, sinon de la France, elle qui travaille dans la médiation culturelle. Alors, il n'y a qu'une mauvaise question, celle qu'on ne pose pas. Quelle est votre question à Saïda, Maître Camille Rousset? Est-ce que j'ai le droit de dire un petit mot gentil avant de poser ma question ou vous voulez que je pose froidement Volontiers. et administre? Alors, tout d'abord, j'ai commencé à le dire à Saïda. Pardon, d'ailleurs, je vous appelle par votre prénom parce que votre film a créé comme un groupe de sororité. J'ai découvert ça récemment. J'ai adoré le concept de femmes qui se rencontrent et qui discutent de difficultés au sens large féminine. Et votre film est plein de délicatesse, il est très poétique et plein de douceur. Et il renvoie une image, comment dire, très positive de l'islam vécu à travers les femmes. Et je vous remercie pour ça. C'était un plaisir de regarder ce film. Et simplement 3 choses par rapport à mon ressenti. Il y a 3 points qui m'ont marqué. L'individualité, en tout cas la manière dont est ressentie la chose religieuse, je vais le définir comme ça, par les personnages que vous avez choisis, ça c'est la première chose. La diversité et modernité des personnages que vous avez choisis
Et puis, il y a un point auquel j'ai été spécifiquement sensible, c'est ce que moi j'appelle la résilience par l'art, parce que le professeur Cornette ne l'a pas dit, mais j'ai plusieurs vies. Je suis avocat, je suis en effet médiateur interculturel et j'ai aussi créé une association qui organise des ateliers pour les enfants, notamment des hôpitaux, autour de la résilience par l'art. Et il y a deux femmes particulièrement qui m'ont marquée, qui sont donc cette personne qui vient sur scène et qui raconte sa vie et qui déploie avec beaucoup d'humour des singularités, je vais le dire comme ça, qui la concernent. Et puis cette autre femme qui, en tout cas, je l'ai ressentie comme ça, évoque à travers de très belles créations ce qu'elle vit de la religion, de la transmission et des messages qu'elle souhaite faire passer. Et donc, de là vient ma question, parce que j'avais envie de vous poser des questions très avocat. Est-ce que ce film renvoie à la question de la laïcité, etc. Enfin, des questions qui sont un peu politiques. Mais vraiment, celle qui m'intéresse, c'est celle qui vous concerne, parce qu'à travers ce film, je vous avoue que j'avais envie de vous rencontrer et de vous connaître. Et donc, pour vous, est-ce qu'il y a une forme de résilience et à quoi renvoie dans votre histoire cette proposition d'accéder à cette belle image que donne le documentaire de l'islam chez les femmes? Merci d'abord pour ce que vous partagez, ça me touche beaucoup, vraiment. C'est un film qui m'habite depuis très très longtemps. Tout d'abord, il faut noter que je suis née en France, j'ai grandi en France dans une famille nombreuse, je suis la petite dernière de 8. Donc j'ai grandi dans un contexte où l'islam était la religion de nos parents, était la religion aussi du pays d'origine de mes parents. Ils sont d'origine kabyle, algérien. Et moi, ce qui m'interpelle énormément depuis longtemps, c'est que c'est comme si déjà être l'enfant d'immigrants, c'est déjà une différence quand on vient des anciennes colonies françaises. Je pense que pour certains au Canada, il y a aussi ce contexte-là. Mais il y a cet aspect qu'on est obligé de faire un choix pour être complètement français ou complètement occidental. Or, j'avoue que, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai immigré au Canada dans un pays qui est multiculturel quand même, qui célèbre cette réalité-là. Qu'on le veuille ou non, on vient tous de quelque part. Je veux dire, à part les personnes autochtones, il n'y a personne ici qui peut dire qu'il est enraciné à je ne sais combien de millénaires. Donc, j'ai trouvé plutôt cet écho positif pour moi. Quand je suis arrivée au Canada il y a plus de 20 ans, j'ai eu cet amour en fait de pouvoir être moi-même avec mes identités. Mais revenons quelques minutes sur l'islam, c'est que c'est une religion qui est vraiment connotée de manière négative dans les médias. Quand on fait une vraie recherche et qu'on regarde la tonne d'éléments qui portent sur le mot islam musulman, c'est très très négatif, c'est très chargé. Et quand on parle des femmes musulmanes, et bon, moi, je vous parle du Canada, bien que j'ai vraiment une vision très claire de ce qui se passe aussi en France et en Europe, et également, évidemment, au Québec. J'ai vécu sur la côte ouest, à Vancouver. Je vois depuis des années, je travaille comme journaliste, maintenant réalisatrice à l'information, qu'on n'arrive pas à sortir d'une image très chargée négativement. La femme musulmane, et là je fais exprès de dire là, parce que moi je ne vois pas une femme, j'en vois des, évidemment, est toujours symbolisée par un côté très religieux. Hein, elle porte un voile, on a besoin de, ou alors elle est cristallisée autour du fait qu'elle serait dans la soumission, qu'elle souffrirait constamment de sa condition d'être musulmane. Et bien, ce n'est pas ma réalité, ce n'est pas celle que je côtoie. Je ne dis pas qu'il n'existe pas certains abus, il y en a dans toutes les cultures, il ne faut pas se nier ça non plus, mais avec les femmes musulmanes que j'ai aussi rencontrées pour ce film, hein, là vous en avez vu 6, parce qu'il fallait que je fasse un choix, parce qu'on m'a dit 52 minutes, mais j'en avais 12 au départ qui allaient se retrouver dans le film, et elles avaient toutes quelque chose d'important aussi pour montrer justement qu'elles ne collent pas à cette image figée. Et au contraire, ce sentiment de liberté, ce vent que beaucoup de femmes sur la planète recherchent, et au Canada également, elles ont la même aspiration que toutes les autres. Aimerais répondre à cela, Maître Rousset? Alors,
Est-ce que ça satisfait à ma question? Oui, Alors oui, parce que en fait, vous ne le dites pas, mais je comprends qu'à travers l'histoire de ces femmes, en tout cas, c'est ce que je suppose, vous racontez aussi la vôtre. Et c'est comme un puzzle pour moi, c'est-à-dire qu'en fait, chacun a sa propre histoire et c'est ce qui fait le chef-d'œuvre ou l'œuvre, en tout cas, que vous proposez. Et je trouve ça très, 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 je ne sais pas quel terme utiliser, mais très beau, j'allais dire très joli, mais le terme est peut-être un petit peu naïf, mais j'aime bien la naïveté aussi Moi, proposée. moi, je dirais que sur les 6 femmes qui sont dans ce film-là, celle qui probablement a le même type de parcours et de questionnement à un moment dans sa vie, c'est Sonia Kaya, qui est montréalaise, parce qu'elle est née à Montréal d'une famille marocaine. Donc, je ne suis pas née d'une famille marocaine, mais d'une famille maghrébine. Et elle a eu cette question que moi, je me suis posée à l'adolescence. Finalement, cette religion, puisque je n'y vois que du négatif, puisqu'on veut me montrer que du négatif, et que j'embrasse aussi, enfin j'embrasse une expression en anglais, mais je suis aussi ouverte évidemment aux valeurs occidentales et françaises. Est-ce que je dois faire un choix et comment je me retrouve là-dedans? Les autres femmes ont des histoires un peu différentes quand même de mon parcours à moi. Je dirais simplement que le propos qu'elles soulèvent, la réflexion qu'elles ont elles-mêmes avec leurs expériences, se retrouvent en fin de compte. On a une connexion sans avoir eu besoin de se parler avant. Hmm. Alors, si Merci. vous permettiez, d'ores et déjà, je vais appeler ce collectif de l'entrevue dialogique la table de concertation à pleine voix, et on va enchaîner avec une romancière primée, Lucie Lachapelle, elle qui a publié Les Étrangères aux éditions XYZ, un livre incontournable qui m'a marqué, et c'est la raison que je me suis empressé de l'inviter. D'ailleurs, c'est une écrivaine hors pair qui en plus a réalisé un documentaire sur un des quartiers les plus multiculturels, on dit maintenant interculturels. C'est l'ONU urbain. Alors, Lucie Lachapelle, quelle question aimeriez-vous poser à Saïda? Oui. Ben, en fait, c'est plutôt un commentaire, une réflexion. Saïda, c'est avec grand, grand intérêt que je vais poursuivre le visionnement de votre film. Ce que j'en ai vu avec les deux portraits que j'ai visionnés, c'est un film important et je vous en remercie de l'avoir fait parce que grâce à vous, c'est possible de faire des rencontres. Et je crois fermement que les rencontres sont essentielles pour arriver à saisir qu'est-ce qu'une réalité vécue par des personnes qu'on n'a pas toujours la chance, je dirais, de côtoyer. Et je crois que c'est par les rencontres intimes. Moi, dans ma vie, c'est arrivé comme ça. J'ai pu m'approcher de femmes dans mon quotidien qui ont été mes voisines, qui sont mes amies, avec qui j'ai partagé au fil de ma vie, parce que je suis quand même assez dans la soixantaine avancée, donc j'ai eu beaucoup d'expériences de rencontres. Je ne comprends pas tout, je ne saisis pas tout, parce que c'est seulement le vécu qui nous le fait comprendre, mais par des films, par des livres, moi, je crois qu'on peut arriver à communiquer quelque chose. J'ai voulu le faire. Je ne peux pas prendre la place d'une personne immigrante, réfugiée, mais dans mon livre, j'ai décrit le quotidien de femmes qui sont toutes des réfugiés et qui vont partager le quotidien avec une jeune femme, Rose, qui vient de la Gaspésie et qui est aussi réfugiée. Donc, je n'étais pas totalement dans la thématique de l'islam et de la religion, comme vous le faites, mais j'ai tenté de faire ma part pour arriver à transmettre ça. Donc, merci pour ce film qui, je suis certaine, est très, très important pour comprendre
intimement qu'est-ce que c'est et la pluralité des points de vue. Et je le répète, on n'a pas au Québec, en tout cas, beaucoup d'occasions d'avoir des rencontres avec des femmes. Et si je peux continuer, si j'ai la parole encore un peu, professeur Oui, Cornet. oui, tout à fait. Oui, je voudrais dire que cette journée internationale des femmes, des droits des femmes, je suis un peu comme Camille, c'est le mot sororité qui me vient tout de suite à l'esprit. Et je trouve que c'est de nos jours peut-être la chose la principale entre femmes, de se considérer comme des sœurs. Et j'ai un mot aujourd'hui, une pensée pour les femmes ukrainiennes qui sont en guerre et auxquelles on a retiré tous les droits. Et donc, c'est mon cœur de sœur qui parle et qui regardera votre film avec grand intérêt, Saïda. Alors, à vous la parole, Saïda. D'abord, je veux vous remercier parce que effectivement, même ce que vous racontez par rapport à votre travail autour des femmes réfugiées, c'est avant tout de rendre l'humanité aussi, hein, parce que les médias, bon, ils sont essentiels, il faut qu'on fasse, de rapporter l'information est important. Seulement, l'information, moi, c'est quelque chose qui me frustre aussi, parce que quand on a un reportage, c'est très court. Hein, le journaliste a beau avoir rencontré du monde, il doit quand même fournir un format très, très limité. Et quand on fait du documentaire ou quand on écrit un ouvrage, c'est qu'on prend le temps, on s'arrête. Et c'est pour ça que ce film est important pour moi, parce que je ne peux pas juste expliquer à une personne ou essayer Je crois qu'en ayant apporté la parole de ces femmes-là, je permets simplement qu'on arrête de dire « je ne sais pas, je ne connais pas ». Mais là, tu peux connaître, tu peux savoir, tu as l'occasion de rentrer dans cette intimité-là parce que ces femmes-là l'offrent. Et je suis certaine que c'est un peu le même rapport, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte où, dans notre société, on a tendance à cataloguer très rapidement, on voit les différences au lieu de voir les choses qui nous rapprochent. Et moi, je veux insister sur le fait qu'on a beaucoup de choses qui nous rapprochent. Déjà, nous sommes des femmes. Donc, merci au professeur Cornet de nous avoir réunis. Et c'est déjà beaucoup. Je veux dire, il ne faut pas l'oublier, malgré les histoires et les parcours, on partage déjà beaucoup. Alors là, on a une trinité féminine et je suis très conscient qu'il est maintenant 23h05 à Lyon. À la lumière de ce que vient de dire Lucie Lachapelle et Saïda, Maître Rousset, aimeriez-vous enchaîner avant que minuit sonne? Mon carrosse ne se transforme. Alors, en tout cas, cette notion d'intimité, elle transparaît vraiment dans la proposition que vous faites. Et une des personnes, d'ailleurs, qui est interrogée, dit « Mais moi, est-ce que je ne vais pas me livrer comme ça, il faut me laisser du temps. » Et c'est vrai que ce film pose cet espace et il y a beaucoup de... Alors, il est très esthétique aussi. Faut que vraiment, vous voyez, j'ai vraiment eu du plaisir à le regarder. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi toutes ces scènes qui sont anonymisées, je ne sais pas comment le dire, où on voit marcher dans la rue, on voit des femmes de dos. Et donc, du coup, il y a une espèce d'identification que l'on peut faire dans notre posture de mère, de femme. Et par le discours de chacune, en effet, il y a cette proposition, comme vous venez de le dire, de mettre en commun ou de vivre ce qu'on a en commun. Et moi, c'est ce qui m'a... Enfin, j'en profite pour glisser aussi ma propre expérience. Moi, j'ai fait l'expérience de l'humanitaire quand j'avais 20 ans. Je suis partie au Burundi, ça a été un désastre. Mais parce que c'était la guerre civile et que je suis rentrée éprouvée de cette épreuve, donc j'ai écrit un livre qui parle de la résilience par l'art et donc de la fragilité. Et ce qui m'avait marqué, c'est que ce pays qui était si loin, avec une culture si éloignée de la mienne, eh bien, en fait, ce qui m'avait laissée stupéfaite, c'est que tous ces jeunes, ils avaient les mêmes préoccupations que moi. Et du coup, je ne pouvais plus mettre de cloison avec cette guerre qui n'était certes pas la mienne, mais qui me touchait profondément dans mon humanité. Donc, quand j'entends parler de l'Ukraine et en effet de cette empathie
ou sympathie, je ne sais jamais ce qu'il faut dire. Je comprends tout à fait, Lucie, ce que vous voulez dire, parce que je crois que cette préoccupation-là, elle concerne chacun d'entre nous, bien au-delà d'ailleurs de la question de la féminité, je crois. Bien sûr. Aimeriez-vous répondre, Saïda ou Mademoiselle Lachapelle, à ce que vient de dire Maître Rousset? Moi, j'ai envie d'entendre Madame ou Mademoiselle Bouqueyrou. Ah, avec grand plaisir. On va faire le pont entre justement l'Algérie, parce que comme vous, ses parents sont de l'Algérie, et comme vous, ses parents sont kabyles, n'est-ce pas? Or, Yasmine Bouqueyrou a eu la gentillesse d'accepter cette invitation. Elle vient de compléter une maîtrise sur des questions qui, en parallèle avec le documentaire à pleine voix. Yasmine Bouqueyrou, qu'aimeriez-vous poser comme question à Saïda? Merci, professeur Cornette, de cette présentation. Donc, moi aussi, Saïda, j'ai beaucoup aimé votre documentaire parce qu'il se préoccupe de questions dont moi aussi, je me suis préoccupée lorsque j'ai fait mes recherches. Puis, justement, tout ce processus d'entrevue, etc., j'ai fait un mémoire en histoire orale. Il y a un grincement à cause du micro, oui. Chaque fois que vous tapez vos mains, vous êtes comme moi, vous utilisez vos mains. C'est ça, j'ai fait une recherche d'histoire orale et justement dans votre documentaire, il y a plusieurs points qui m'ont interpellée, mais si je devais vraiment en choisir un pour vous la poser comme question, ce serait comment est-ce que vous avez vu justement les ponts ou le dialogue que ces femmes font entre le cri de détresse un peu à l'individualité puis à l'humanisation que j'ai perçu dans le documentaire et justement cette préservation de l'esprit communautaire ou d'appartenance. Donc, j'avais l'impression que justement, c'était une chose très particulière aux personnes descendantes d'immigrantes ou descendantes de personnes non chrétiennes ou dans une société occidentale. Et c'est ça, donc le pont entre la communauté et l'individualité. Donc, justement, comment est-ce que vous avez abordé ces questions-là avec ces femmes? Ce qui est intéressant, en fait, quand vous dites ça, c'est que la communauté auquel on appartient de naissance, par exemple, la majorité d'entre elles n'ont pas cette communauté autour d'elles. Je veux dire, si on prend Iman, elle est partie vivre à New York et faire comédienne, quand même, stand-up comédienne, c'est pas rien. Quand on parle de Farine, elle habitait, sa famille est de Niagara, d'Ontario, elle est née là et elle vit à Victoria depuis plus de 20 ans. Loubna est immigrée du Maroc, elle n'a pas sa famille au Canada et Sonia, oui, elle a sa famille. Elle est née à Montréal, elle a sa famille, mais elle ne fréquente pas la communauté marocaine, si on veut parler comme ça. Donc, je pense que après, c'est cette création qu'on a aussi autour de nous de ce qu'on appelle la communauté. On se trouve nos communautés, on se forme des communautés. Moi, quand je suis arrivée à Vancouver, j'étais déracinée déjà de manière linguistique. J'arrivais dans un milieu anglophone, j'étais francophone. C'est dans la francophonie que j'ai découvert mes contacts et j'ai développé mes relations. Et c'est certain que quand j'ai rencontré des personnes d'origine maghrébine, même s'ils venaient pas de la même région que mes parents, il y a eu un élan parce qu'il y avait des références. La religion, finalement, elle est là comme un élément qui nous a été… Bon, dans toutes ces femmes-là ont hérité, hein, on est né dedans, on va dire. On n'a pas eu à se convertir, on n'a pas un cheminement qui nous a amené là. Et je pense que c'est ça qui était un peu notre point commun, c'est que on a hérité de quelque chose, d'une spiritualité, hein, c'est l'islam. L'islam a mauvaise presse, hein, même si nous, on reconnaît des valeurs qui nous sont intrinsèques, qui nous permettent d'avancer grâce à ce qu'on a obtenu dans nos valeurs familiales transmises avec l'islam, dans l'islam. Mais au fond, c'était une histoire de parcours, de cheminement individuel, tout en sachant que parce qu'on on a été sensibilisé aussi à cette couverture négative, même dans les échanges avec les gens. Je veux dire, je vais vous donner une anecdote. Je travaille depuis très longtemps pour Radio-Canada et il y a très longtemps de ça, je faisais le ramadan pendant… Bon, ça, c'est un choix personnel. Il n'y a personne qui m'oblige à le faire.
même pas ma famille, et qui m'aurait jamais obligée de toute façon. Mais quand j'ai décidé de faire le ramadan, je n'en ai pas fait une publicité au travail. J'ai vécu mon ramadan. Sauf que je me suis bien rendu compte que dans la communauté francophone, les communautés francophones en Colombie-Britannique, il y avait des musulmans. Et donc, il y avait d'autres personnes qui faisaient le ramadan. Or, on ne faisait pas de reportage. Donc, j'ai dit à mes collègues, c'est une période de ramadan, ça vaudrait la peine de faire un reportage. Et ils m'ont regardé en disant, c'est vrai. Donc, il y a un élément de connaissances qui manquent dans certains endroits. Et moi, même si je suis musulmane, enfin que je m'identifie comme musulmane pour des raisons justement de faire connaître et de retirer ces préjugés, d'aider en tout cas à avancer, je trouve que mon rôle à moi, il n'est pas d'éduquer à l'islam 101, là, mais simplement à montrer que voilà, autour de vous, tous les jours, vous avez plein de gens qui ont des rapports à la religion musulmane et qui vivent avec vous et qui travaillent avec vous. Donc, pensons à les inclure. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en gros, l'individu, la communauté. Ah, maintenant, ce que je veux vous dire juste rapidement, c'est que je trouve que du côté anglophone, la notion de sororité, donc sisterhood, est incroyable. Elle est incroyable, c'est magique. Et le fait de dire bonjour, je m'appelle Saïda, je parle à plein de groupes de femmes musulmanes, beaucoup en anglais aussi, et elles m'ont vraiment aidée, quoi. Ça a été une réponse rapide de oui, on va t'aider. Puis donc je ne sais pas si ça aurait été exactement la même chose du côté francophone, mais il y a une culture de la notion donc de sororité féminine qui dépasse la religion. Après, c'est sûr que dans l'islam, il y a quand même des valeurs de rassemblement et d'entraide qui existent. Et mademoiselle Bouquerou, aimeriez-vous répondre à Saïda? Oui, ça répond à ma question. C'est sûr que, admettons, communauté, j'entendais aussi l'esprit d'appartenance à un groupe plus grand, qu'il soit physique ou non. Donc mais je comprends ce que vous voulez dire. Puis c'est vrai que des fois, la réception par d'autres groupes peut créer un sentiment communautaire qui va au-delà justement des appartenances religieuses ou ethniques. Moi, ça m'avait aussi touchée comment tantôt, j'avais parlé du cri d'alarme, mais j'avais vraiment senti ça aussi justement dans mes recherches. Puis j'avais trouvé. Le micro. Excusez-moi. J'avais trouvé que ça faisait écho aussi au témoignage que j'avais eu par rapport justement à ce besoin d'individualité, puis surtout avec la question du voile, où est-ce que cette demande, ce besoin d'être individualisé puis humanisé prend une ampleur encore plus grande, étant donné qu'on porte sur soi justement le symbole d'une communauté, donc d'un tout, et qu'on ne peut plus être... je pense que c'est pas moi, là, c'est Annie. Non, Annie Sen, est-ce que vous touchez le micro? On ne vous entend pas. On ne vous entend pas, mademoiselle Sen, mais on entend un vacarme du micro. Peut-être essayer, Annie, d'enlever vos écouteurs? Ben oui, c'est ça. Simplement, le micro de l'ordinateur suffirait. Oui. Si vous voulez enlever vos écouteurs, mademoiselle Sen. Ah oui, là déjà c'est parti. Excusez-nous pour l'interrompre. Et vous voulez reprendre, mademoiselle Bouquerou? Oui, c'est ça. Je pense que j'avais complété mon idée là, par rapport justement à comment c'était exacerbé avec le port du voile. Puis j'avais trouvé ça intéressant par contre que dans le documentaire, justement, à part à mon souvenir, à part dans la discussion ou dans un café, il n'y avait pas nécessairement de femmes qui portent le voile. Est-ce que c'était un choix délibéré? Oui, c'était un choix délibéré. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites autour du voile. Il y a des documentaires qui sont sortis sur la question de porter le voile, pas porter le voile, comment on se sent avec le voile, on se convertit, on porte le voile. Je ne veux pas limiter. Ce que je veux dire, c'est que c'est une expérience qui n'est pas la mienne. Puis c'est pas, c'est ce que je répète aussi quand je dis, c'est pas la seule image. Je comprends les enjeux, je comprends la question qui se pose autour de ça pour ces femmes-là. Parce qu'elles sont visiblement. D'ailleurs, une de mes personnages, Luna, le dit. Elle dit, je ne suis pas visiblement musulmane. Parce qu'elle parle de l'islamophobie qui existe aussi
connaît au Québec, mais évidemment, on ne va pas s'arrêter au Québec. Je suis en Ontario, il y a eu des faits, en Alberta, il y en a eu. Bref, c'est le fait de porter le voile, en Colombie-Britannique aussi, vous identifie. Donc, s'il y a une haine contre l'islam, c'est certain que malheureusement, ces femmes-là se retrouvent dans des mauvaises postures, et elles ne l'ont pas choisi. Mais le fait de ne pas mettre le voile, c'est aussi de dire, mais ce n'est pas mon point de vue. Je veux dire, je ne peux pas parler d'une expérience qui n'est pas la mienne. Et comme je disais, ce film, il est avant tout une réflexion personnelle et une envie de contribuer en fait à apporter autre chose, parce que ce autre chose dont je parle, je le crois sincèrement quand je dis c'est la majorité des femmes musulmanes qui ne portent pas de voile. Ça ne juge pas sur celles qui en portent. Mais comme on n'arrête pas de ramener toujours cette image-là, d'ailleurs, quand on imprime des documents, même le gouvernement du Canada ou la Commission des droits de la personne, ils vous sortent des images. Puis dans ces images-là, vous voyez toujours quelqu'un avec un foulard. C'est comme, je comprends qu'elles ont besoin d'être là, mais ça ne peut pas être la seule image qu'on colporte non plus à travers les médias. Alors, est-ce que… Intervenir, Oui, allez-y. parce que cette question que je n'ai pas posée, elle est là, ça renvoie à la question de la laïcité, de la neutralité, qu'on connaît très bien dans le système français et qui vient d'émerger de ce que je comprends au Québec. Et c'est ce qui fait de la question du voile au sens large un point d'achoppement en fait qu'on retient, parce qu'en tout cas moi en tant qu'avocat, c'est une question que la question du ramadan, elle apparaît pas tellement. Par exemple, moi je travaille surtout en entreprise, dans le contexte de l'entreprise, tout est cette pratique, on va dire, est accueillie globalement dans le monde de l'entreprise. La pratique du voile, elle va poser la question de la neutralité et de l'interférence de liberté, et elle questionne des questions fondamentales de liberté individuelle et publique, et sur lesquelles il est très difficile de répondre avec une intelligence, on va dire, transversale. Vous aimeriez répondre à cela, Saïda? Je ne vais pas répondre maintenant parce que j'ai mon avis là-dessus, et puis j'ai aussi une analyse qui est faite avec le temps. Moi-même, j'ai évolué sur la question. Quand je dis j'ai évolué sur la question, c'est que je suis passée de la France au Canada aussi, hein, donc, et mon rapport aussi en termes de maturité et de compréhension de ce qui est derrière. On ne pourra jamais enlever le fait que, on va parler droits des femmes, hein, la journée internationale des droits des femmes. On ne peut pas enlever le fait que porter ce que vous voulez porter, c'est ce que vous voulez porter, point. Enfin, je veux dire, là, j'enlève le religieux, là, je parle juste du vestimentaire. Et j'ai toujours vu beaucoup de femmes africaines avec des boubous sur la tête que je trouve magnifiques. Je ne me suis jamais posé la question, je me suis simplement dit, c'est magnifique. Donc, après, je pense qu'il y a ce qu'on met derrière, et c'est là où moi, je mets la ligne entre ce que j'ai fait comme documentaire et ce qui pourrait être un film à part entière sur cette question de la laïcité. Je sais qu'il y a eu quand même des personnes qui ont travaillé là-dessus. Alors, puisque Saïda vient de mentionner l'Afrique, je m'empresse de présenter une autre participante à ce que j'appelle maintenant la table de concertation à pleine voix. Anissène, vous m'entendez, Anissène? Oui, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends et on vous voit. Alors, Anissène figure dans cette pub, elle est artiste peintre, donc avec des racines en Guadeloupe, en Inde, en Afrique où elle a vécu, ainsi qu'en France, et elle est maintenant à Montréal. Elle figure dans cette publication Le Jardin des couleurs et de la diversité. Je vous le recommande, l'artiste peintre Anissène. Si vous aviez une question à poser à Saïda, eh bien, c'est laquelle? Alors, tout d'abord, en regardant ce film, je l'ai trouvé très relationnel. Ça a dégagé une certaine liberté dans la foi, parce que la plupart de ces personnages sont habités par la croyance en Dieu, donc une foi, et tout en respectant la civilisation du pays auquel ils ont été invités, auquel ils immigrent avec confiance. Alors, ce que je dirais, c'est, pensez-vous que suite à toutes ces difficultés, ces problématiques internationales,
pensez-vous que le port du voile ainsi que l'esprit d'intégriste va donc prendre du large dans tous les continents mondiaux? Pas parler sur ce qui se passe dans des zones qui sont instables, hein. Je veux dire, si vous me parlez de l'Afghanistan, je vais vous dire franchement, c'est mal barré, hein, excusez-moi du terme, mais on est parti en arrière au lieu d'avancer. Mais ça reste que dans des pays où l'islam est une religion d'État, la charia, le code juridique entourant donc l'islam, il est interprété. Il est interprété en fonction de certaines puissances religieuses en place. Moi, j'ai grandi avec des parents qui n'ont pas été à l'école, ni en Algérie. Et en Algérie, ils ont appris l'islam à travers ce qu'on leur a enseigné. Il n'y avait pas d'obligation d'aller à l'école coranique. Il n'y avait pas d'influence extérieure qui venait de l'Arabie saoudite. Il y avait une place pour les soufistes, qui sont les musulmans, hein, faut pas, c'est la religion islamique. Donc, quand vous me demandez ce qui va se passer, est-ce que ça va bouger, moi, je vais vous dire ce qu'un imam m'a dit à Ottawa, et c'était un homme qui aurait dû faire partie du documentaire, mais au bout d'un moment, j'ai choisi de retirer la figure qui est là pour nous expliquer certaines choses, parce que je voulais laisser la place aux femmes, justement. Me disait que, selon lui, la modernisation de l'islam par rapport à notre époque, je veux dire, sa place dans notre sphère aujourd'hui, elle évoluera grâce à ce qui va se passer en Occident. Donc, c'est vraiment important qu'on amène, et moi, ça va dans le sens de ce que je pense, il faut mettre de l'avant les histoires personnelles, pas parce qu'elles sont individuelles et qu'elles sont uniques, mais parce qu'elles sont nombreuses. Et c'est ces histoires de femmes, parce que pendant longtemps, on dit que les femmes, on ne les entend pas, on ne les voit pas. Celles qui devraient dire le contraire de celles qui sont très religieuses ou celles qui sont très conservatrices, on ne les voit pas. Ce n'est pas qu'on ne les voit pas et qu'on ne les entend pas. C'est que souvent, ça ne fait pas des gros titres. Ça ne fait pas du sensationnel. Ça ne fait pas de la réaction. Évidemment, moi, si vous voulez me faire réagir à des attentats, je vais vous regarder en disant, mais je ne peux pas réagir plus que Madame Lachapelle. Je suis comme vous, une innocente, enfin, face à l'horreur. Et c'est dans ce sens-là, mais on a d'autres moyens d'apprendre à se connaître et à dépasser. Donc, mais en tout cas, je suis d'accord avec vous, Madame Sen, que on l'attend ce changement, hein, on l'attend. Parce que c'est un changement en fait qui devrait élargir nos esprits et puis pouvoir vivre tous ensemble dans cette diversité aussi bien culturelle que religieuse. Alors, c'est-à-dire accepter la différence de l'autre et éviter tous ces, comment dirais-je, ces intégristes qui prennent le monopole, qui monopolisent un peu partout et puis qui définissent tuer pour la religion ou tuer parce que défendre une cause divine. Mais bon, divine, c'est quoi? A-t-on pensé au cosmos? A-t-on pensé, parce que sommes-nous tout seuls? Alors tout ça, c'est des questions quand même qu'il faut essayer d'accepter tout un chacun. Alors pour votre film, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de violence, il y avait un bon partage des idées et aussi cet échange aussi culturel, donc ce mariage avec, donc ça veut dire qu'on évolue dans le bon sens, voilà. On évolue comme il faut dans un pays qui donne les droits à tous. En fait, il faut se souvenir qu'on a droit à notre spiritualité, on a droit à nos convictions, et c'est pour ça qu'au Canada, vous pouvez avoir ce genre d'expression complète. Donc, il aurait fallu que ça soit, c'est ça, le Canada, mais c'est aussi, ça serait bien que ça soit ailleurs et que le ailleurs puisse nous permettre d'aller aussi vivre ailleurs. Voilà, c'est ça. Alors, en parlant des droits, Maître Rousset, aimeriez-vous rebondir là-dessus? Oui, mais je ne peux pas m'empêcher. Mais je crois que le Canada, hormis la question de la laïcité, de la neutralité, offre la possibilité des pluralités culturelles. Et je ne suis pas sûre qu'on soit sur ce point d'ouverture en France aujourd'hui, si je peux me permettre de lancer le débat. En France, il y a quand même cette volonté de lisser, mais qui est quand même pas tout à fait honnête, parce qu'il y a quand même des religions qui dérangeront moins et qui, de fait, au plan de l'opinion publique, ou en tout cas de la réalité, hein, feront moins peur ou ne susciteront pas de débat. Et clairement, aujourd'hui,
l'islam fait débat. Hein. C'est un des sujets qui va permettre d'animer un repas familial. Ça, c'est certain, je pense, dans à peu près toutes les familles. Si En je peux me parlant de pluralité, je me permets de rappeler mademoiselle Yasmine Boukerou, qui, la toute première chose qu'elle m'a dit, après avoir vu le documentaire, mais que c'est la pluralité dans ce film. Vous voulez nous en parler, mademoiselle Boukerou? Oui, en fait, ce qui m'avait frappé, c'était justement la pratique d'étonnement du bol de métal avant de manger. Puis, ça avait l'air très lié avec une pratique musulmane que, pour moi, était totalement inconnue. Puis, ça m'a moi-même confrontée à mon ignorance, justement, de la multiplicité des manières de pratiquer, justement, l'islam. Puis, comme vous me disiez tantôt, justement, par rapport au soufisme euh, qui est musulman et qui, de nos jours, par certaines branches, peut être considéré comme hors de l'islam, etc. Puis, tout à l'heure, quand vous aviez dit justement que vous avez fait le choix délibéré de ne pas mettre de personnes qui portent le voile, de femmes qui portent le voile, euh, ça m'a aussi donné cette idée justement de est-ce qu'il n'y aurait pas justement ces personnes justement qui ne portent pas le voile, mais qui croient, mais qui s'identifient musulmanes mais qui veulent faire partie de la société occidentale dans laquelle ils vivent, est-ce qu'ils ne sont pas aussi pris entre deux chaises, justement? Ils se font dire qu'elles ne sont pas musulmanes par la société occidentale et qu'elles ne sont pas musulmanes par les personnes qui semblent détenir l'islam originel, puis rigoriste, etc. J'aime beaucoup que vous ayez posé cette question-là. Vraiment, merci. Parce que la première chose, c'est, on le sait, si on regarde avec beaucoup d'attention, que l'islam n'est pas une religion organisée avec un pape, avec des institutions qui sont établies, qui sont reconnues au sein même. Là, je veux dire, dans la manière de pratiquer et de devoir avoir son rapport avec Dieu. Donc, ça retire cet élément-là. Et c'est ce qu'on a vu beaucoup avec l'histoire et le temps. Et puis là, si on parle de l'Arabie Saoudite et de son argent, ou des frères musulmans hein, qui ont quand même fait, on a vu ce que ça donne en France, mais aussi en Afrique, il y a cette idée que le savoir est entre certaines mains et que ce savoir-là, il est organisé. Puis si on n'est pas comme ça, ben, en ce moment-là, on est contre, on n'est pas dans l'islam, on est contre son groupe. Et ben, je ramène sur l'essence même, c'est que ben, y a un rapport personnel en islam. C'est très clair. Hein. C'est vous et le Coran si vous voulez, hein, c'est tout. Hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir aller à la mosquée. Ça fait partie des choses qui sont encouragées, mais il n'y a pas d'obligation. Il y a des préceptes, il y a des choses qui sont organisées. Donc, déjà, je crois qu'il y a un peu ce rapport-là. Puis, la femme, elle a été effacée. Je pense que Asma, dans le documentaire, elle fait d'ailleurs un très bon travail avec l'Institut F à Montréal. C'est pour ça que je voulais vraiment l'inclure. Elle fait ce travail de remettre à l'avant les personnalités féminines qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup contribué à l'histoire islamique. Les hommes ont effacé leur rapport et les mettre en deuxième, même très loin d'ailleurs, emplacement le plus loin possible pour pas qu'on en entende parler, pour pas que ça inspire les femmes d'aujourd'hui à prendre leur place. Donc, je dirais que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit appartenir à un groupe pour pouvoir avoir une religion? Est-ce qu'on a besoin de l'aval de qui que ce soit? Je veux dire, on est au Canada, là, je ne parle pas d'un pays musulman, hein, je répète, on n'est pas dans un pays musulman. Donc, on n'a pas à se contraindre. Après, il y a toujours des tentatives pour ramener vers le groupe, pour contrôler les personnes. Et pour certaines personnes, c'est une conviction interne que ça doit être comme ça. Mais pour beaucoup de femmes que j'ai rencontrées des femmes avec des foulards. Hein. Je veux dire, j'en ai pas mis, mais j'en ai rencontré qui sont très avancées dans leur réflexion et dans leur manière de remettre en question tout ce qu'on essaye de nous faire croire sur la place des femmes, les droits des femmes dans l'islam, et qui le font tout en ayant un vrai savoir du Coran, un vrai savoir religieux. Donc voilà, c'est pas ce qui manque. Les femmes qui ne vont pas venir juger leurs propres enfants s'ils décident de ne pas suivre leur religion au bout d'un moment, vous savez, ils ne vont pas se mettre à les renier parce qu'ils ont décidé de ne pas être musulmans. Donc on l'oublie.
Oui. Ce que je crains, c'est que ça puisse engendrer une sorte de défense d'un dogme et puis qui repose tout simplement sur une certaine domination vis-à-vis de aussi bien de sa famille, aussi bien à l'extérieur et puis aussi bien de manière mondiale. Donc que ça devienne une domination et justement votre film permet de se libérer de cette soumission, quoi, en fait. Voilà. De cette tentative de soumettre tout le monde. C'est une tentative parce que à la fois, vous le voyez que dans certains pays, c'est évidemment un contrôle total. Oui. En Arabie Saoudite, c'est un contrôle total. Je vous donne ces exemples-là parce qu'ils sont extrêmes, on les connaît. Mais en Occident, le contrôle, il se fait à travers quoi? À travers l'influence. Revenons juste sur le propos du film. Quand moi j'ai fait ce film-là, c'est parce que j'ai pas pensé à vous, excusez-moi, mais j'ai pas pensé à vous tous d'abord. La première motivation que j'avais, c'était mes nièces, mes cousines, les jeunes que je voyais arriver derrière, parce qu'elles sont dans un rapport, pas forcément avec la religion, mais de recherche identitaire. On y passe tous quand on est adolescent. On a tous besoin de se référer et de se retrouver. Pour certains, ça va être anarchiste, certains, ça va être d'autres choses. Chacun fait sa route. Et je me suis dit, moi, je n'avais pas la capacité quand j'étais jeune. Ça n'existait pas, tous ces contenus qu'on a sur Internet. Mais quand je regarde sur Internet, je ne trouve pas assez de modèles qui sont pour moi, je vous le dis, une normalité. C'est la norme. Même si certains pensent que ce sont des exceptions, je ne suis pas une exception. Ce ne sont pas des exceptions. Elles sont la norme dans un contexte occidental. Et je voulais proposer ça. Je voulais leur laisser quelque chose où elles s'identifieront au moins, elles se diront, et si je n'ai pas envie de correspondre à cette image-là, mais cette image-là me correspond. C'est un choix. Tout à fait. Et avant d'inviter Yasmine Bouguerou à rebondir là-dessus, une petite précision, la tradition soufie, c'est donc le mysticisme en islam. Donc, c'est une tradition très profonde, très spirituelle. Alors, mademoiselle Bouguerou, aimeriez-vous rebondir là-dessus? Ça ne m'a pas inspiré de questions. Je pourrais rebondir sur plein d'autres choses, mais je pense que Saïda avait bien, dans le sens où si on revient justement aux femmes puis aux droits des femmes, vu que c'est aussi la journée de la femme demain et les personnages principaux du documentaire, ça me faisait penser justement à comment est-ce que ce soit du côté, puis j'en parle aussi dans mes recherches, que ce soit du côté des médias justement occidentaux ou que ce soit du côté des personnes qui disent détenir la vérité du dogme, la femme est comme centrale dans le discours, puis est un peu la fenêtre par laquelle on va regarder notre pouvoir, puis notre façon de contrôler, puis elle est un peu comme le temple, je ne sais pas, j'aime pas comparer les femmes à des choses, mais on met tout en elle, on met, il faut qu'elle soit comme ci, qu'elle soit comme ça, pour qu'elle soit intégrée dans X ou X société. Donc, je trouvais ça très intéressant aussi, comment est-ce que la femme est en fait toujours centrale dans les tractations de pouvoir dans nos sociétés, en fait. La femme comme point de repère, quoi. On lui en demande beaucoup. On va dire que la femme, on lui en demande beaucoup depuis bien longtemps. On lui demande de ressembler à la Vierge Marie. Ben oui, elle doit être plus saine, elle doit avoir toutes les qualités que la Vierge Marie a. Et là, je le dis, mais c'est un parallèle avec l'islam sans problème. Hein, même dans le judaïsme, elles sont pareilles. La Vierge Marie est partout. Elle doit être garante de l'éducation, de la transmission des valeurs. Elle doit être l'objet aussi de ressources quand on la marie pour rapprocher des familles ou pour, pour sceller des alliances. Et donc, je pense que le souci aujourd'hui, c'est de voir l'islam comme étant la seule religion qui porte ça. Dans l'évolution humaine, ça fait longtemps qu'on évolue avec toujours la femme au milieu. Je suis sûre que si on regardait avec le Canada il y a 50 ans, on trouverait aussi des parallèles sur le rôle de la femme au Québec. C'était de procréer. Hein? C'est certain. Mais il y a eu une mouvance quand même. Il y a eu des changements là,
important pour les… Oui, oui. Et bien sûr, et c'est ça que je veux dire, c'est que dans les sociétés musulmanes dans le monde, il y a aussi des avancées. On n'en parle pas beaucoup parce qu'on voit beaucoup plus le négatif que le positif et toutes les horreurs. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas, mais en Occident, si on continue à cristalliser l'image de la femme musulmane, des femmes musulmanes comme étant des femmes soumises, on est en train de renvoyer, en fait, on est en train de donner des arguments aux communautés conservatrices. Parce qu'on est en train de leur dire, c'est ça l'image qu'on colporte, c'est ça l'image que vous nous donnez, c'est ça l'image qu'on vous renvoie. Donc, même les familles qui pourraient évoluer, n'ayant que aussi un retour, c'est la femme voilée, la femme pieuse, vont finir par croire que c'est aussi déterminant que leur fille se comporte de la même manière. Donc, moi, je pense sincèrement qu'on est en train de jouer à un jeu qui est plutôt vicieux parce qu'il va dans le sens de ce qu'on essaye de combattre. Absolument. Des communautés très closes, très conservatrices. Et comme je dis, c'est valable pour toutes les grandes religions. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est vraiment l'islam qui a le mauvais côté parce qu'il n'arrive pas à évoluer, parce qu'il y a des jeux derrière d'influence. Vous savez, les imams dans les mosquées, les ressources qui sont données à des mosquées ou à des centres communautaires religieux, d'où vient l'argent ? On l'a vu en France, hein, vous savez, Maître Rousset, je suis sûre que c'est quelque chose. On l'a vu, on sait qu'un des problèmes. Je voudrais juste faire un petit parallèle sur une chose, c'est que moi, j'ai grandi en étant les enfants d'une famille qui était issue de l'immigration, mais d'une colonie. La France a colonisé l'Algérie. C'était un département français. Dans ce département français, les Algériens de souche, parlons comme on parle au Québec, de souche, avant la colonisation, étaient traités comme des citoyens de dernière classe. On disait les musulmans. C'était négatif, ce n'est pas positif quand on vous disait que c'était les musulmans. Donc, même la connotation de musulman, c'est une insulte d'être musulman. Moi, en tant que femme, si je dis que je suis musulmane, je vais étonner des gens qui vont me regarder en se disant « Mais comment peux-tu faire ça ?» C'est ça que je trouve dommage, c'est qu'on oublie qu'on a transmis avec le temps aussi cette idée que c'est incompatible. Tout à fait, parce que ça va de par l'histoire, parce que avant tout, il y avait le monothéisme, hein, donc qui a été forcé par le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais sauf que on parle souvent au premier abord d'Abraham qui était, et puis de Mahomet. Donc Mahomet qui lui a donc donné la parole divine, quoi. C'est sur la base du principe de Mahomet que l'on emploie l'islam, hein, donc l'écriture et le Coran, par exemple. Sauf que cette image que ça renvoie, c'est la femme en tant que telle. Est-elle un objet ou doit-elle être cachée? Or que nous évoluons et puis nous avons ce principe de liberté. Dans le film, j'ai vu au niveau vous savez, dans cette humoriste-là qui, elle, fait son show et dans le public se trouve une femme avec un hijab. Là, j'ai trouvé ça bien parce qu'elle peut très bien porter le foulard et puis aussi sortir, avoir être présente dans tout ce qui est mondain, etc. Et puis avoir sa position. Voilà. Alors, je trouve qu'il faut savoir choisir ce que l'on veut et ne pas se laisser influencer par ceux ou celles qui s'opposent à vos croyances, quoi. Voilà, c'est ça. Maître Rousset, il est 23h41 à Lyon. Aimeriez-vous enchaîner sur ce que vous venez d'entendre? Oui, alors Saïda, j'espère que ce ne sera pas une offense ce que je vais dire, mais plutôt un compliment. Je pense que votre film est tellement universel qu'on pourrait, en tout cas, je rêverais de le décliner, moi, par exemple, qui suis d'éducation catholique, très, 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 très conservatrice, avec un père qui a fait séminariste, donc vous imaginez le contexte. Et justement, moi qui invite, en tout cas, c'est ma proposition un peu littéraire et poétique, à remettre du sacré dans vos vies, dans nos vies,
dans la vie d'une manière générale, d'une manière artistique, et non pas religieuse, mais spirituelle. Et c'est ce que j'ai ressenti là dans votre dernière explication, c'est qu'on a plutôt le témoignage de personnes qui vivent leur spiritualité sans être totalement affranchies ni de dogmes, ni des institutions, mais qui revendiquent en tout cas, et c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup parlé parce que je me suis bien identifiée, j'arrête pas de le dire, il y a vraiment ce travail d'identification qui était autorisé pour d'autres sensibilités religieuses et qui revendiquent leur individualité, c'est-à-dire qu'on est dans un concept qui est quasi philosophique. C'est le rapport de soi à la vie, à la mort, à Dieu. Vous avez tout à l'heure, Annie dit, évoqué le terme de cosmos. Finalement, ça nous replace tous dans notre humanité et ça renvoie à l'idée de la sororité, c'est-à-dire, OK, alors, moi, je suis d'autant plus sensible à cette question, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je travaille sur la question de l'interculturalité, que j'ai cette immense chance chez Del Sol, donc le cabinet dans lequel je travaille, d'accompagner. On est spécialisé en droit culturel, ce qui est une chance extraordinaire. Ça n'arrive jamais dans un cabinet d'avocats. Et donc, on va travailler avec toutes les religions, vraiment, je ne pense pas exagérer, du monde entier, que ce soit les États-Unis, le Japon, les pays d'Afrique, d'Europe. Et c'est ça, moi, qui me fascine, c'est cette chance de se rencontrer au-delà des religions. Et ça renvoie pour moi, et du coup, je ferme un peu le débat, mais pour moi, le sacré, ça renvoie à l'humanité. Et quelque part, cette crise sanitaire nous a redonné un petit goût de cette notion très philosophique qu'est l'humanité. Et qu'en pensez-vous pour réouvrir et vous renvoyer la parole, Saïda, sur cette notion? Moi, je laisserai Madame Lachapelle réagir. Oui, merci Saïda. Je voulais juste rebondir là-dessus en vous parlant d'expériences que j'ai vécues justement dans le quartier multiethnique où j'ai vécu longtemps et quand j'étais en démarche pour faire mon documentaire. Alors, j'assistais à des cafés-rencontres qui réunissaient des femmes de différentes origines, nationalités, toutes des réfugiés, et qui appartenaient à différentes religions, là, qui pratiquaient différentes religions. Et c'était non seulement très intéressant, mais très troublant, parce que ces rencontres-là nous faisaient réaliser chacune qu'on est en train de former des nouvelles communautés et que l'expérience que j'ai vécue, elle était spirituelle avec toutes ces femmes-là. On nous faisait rencontrer sur une autre base qu'une appartenance culturelle à une communauté spécifique ou religieuse. Il y avait dans ces femmes-là des femmes avec des voiles, des burqas, des bouddhistes, des chinoises, des communistes. Bon, si on peut dire que le communiste est une autre religion, et des catholiques. Et donc, ces rencontres-là, je pense, sont essentielles dans le monde que l'on vit actuellement et que des films comme le vôtre nous font vivre indirectement. Alors, pour moi, c'était fondamental dans ma vie, ces rencontres-là, et je pense que ça nous mettait, toutes les femmes, dans une situation très délicate parce que l'autre est une inconnue par son mode de vie, par sa religion, par sa pensée, et on était toutes appelées à parler de nous, mais d'une façon individuelle et non supportée par mon Église catholique ou ton Église ou ton imam, je ne sais pas quoi, mais donc de parler de nous et de nos croyances de façon très, très individuelle et de notre chemin dans ça particulier. Et j'ai trouvé ça très, très beau, très enrichissant. Et on sentait à la fin des rencontres une amitié au vrai sens étymologique du mot, une réelle amitié naissante. Et donc, on revient à cette sororité-là. Et j'ai été très chanceuse de vivre ces expériences-là et on sentait beaucoup de questionnements profonds chez les femmes.
Oui, parce que le plus souvent, lorsqu'on parle de croyance, il y a toujours une vérité. Mais sauf que la vérité, elle est écrite, enfin, une sorte de vérité qui a été stipulée dans des textes soi-disant sacrés. Bon, mais toujours est-il, ça a été écrit par les hommes. Par des hommes. Donc, on écrit ce qu'on veut, bien sûr, et puis on prend ce qui nous arrange. Sauf que je pense que nous devons, en dehors de ça, nous devons faire travailler notre intelligence et se dire que dans tout ça, nous existons dans une sphère, et puis nous devons apporter certaines valeurs humaines, donc intensifier sur la spiritualité. Et cette spiritualité nous permet de nous découvrir tout un chacun et de nous accepter tels que nous sommes, mais toujours dans l'évolution d'idées et de partage. Donc, Absolument. de la diversité, bien sûr. C'est ça. Alors, j'aimerais poser une question à chacune des participantes, mais cette fois-ci, je vais commencer avec celles qui ont vu le documentaire. Et là, je vais demander en dernier à celle qui a réalisé le documentaire, Maître Rousset, à pleine voix. S'agit-il d'un film féministe? Je dirais que c'est bien mieux que ça. C'est un film humaniste. Et c'est pour ça qu'il m'a touchée au plein cœur. Et Saïda, merci pour ça. Ça fait du bien. Voilà ce que je voulais dire. Et chacun, alors je dis personnage parce que c'est un film, mais chacune des personnes qui ont accepté de partager leur intimité avec nous, c'est vraiment, enfin, non pas que je cultive la naïveté, mais il y a cet élan qui est ressorti. J'avais envie d'être en amitié avec elles. J'ai envie de les rencontrer. J'ai envie et puis ça donne une idée, malgré toutes les difficultés qu'elles évoquent, ça donne malgré tout une idée très très positive, mais je ne crois pas forcer en disant ça. Malgré tout, ça donne une idée très positive. Alors, je ne sais pas si je dois dire du Canada ou du Québec, mais en tout cas des lieux de vie qui étaient choisis. Ça reste très positif. Donc, ce n'est pas féministe parce que féministe, ça l'est, mais pas avec arrogance, pas de manière guerrière, de manière beaucoup plus subtile que ça et beaucoup plus ouverte. Je crois que, et du coup, oui, c'est féministe, mais c'est bien au-delà. Et Lucie Lachapelle, à vos yeux, s'agit-il d'un documentaire féministe? Oui, ben, je n'ai pas eu la chance de le terminer, mais à entendre parler Saïda, un féministe, oui, certainement au sens humaniste. Je veux dire, sûrement pas au sens, je ne sais pas, acharné ou… militante. Militant, mais en même temps, tous les films qui portent la parole des femmes sont militants, pour moi. Bien sûr, bien sûr. Et Annie Sen, pour vous, s'agit-il d'un documentaire féministe? Alors, il s'agit d'un documentaire qui parle de la relation dans un pays de personnalités qui vivent et qui exercent un métier et qui sont intégrées. Donc, qui s'intègrent dans une culture qui devient la leur, qui fut la leur parce que ce sont des personnes quand même qui sont assez ouvertes, très ouvertes d'ailleurs, et responsables de leurs actes. Alors, c'est une osmose dans leurs idéologies et dans leurs principes de vie. Alors, c'est en même temps des féministes et c'est en même temps des personnes qui défendent leur vie tout simplement, et puis leur culture aussi. Parce que dans tout ça, ce film montre, on peut être, enfin, je dirais, civilisé comme on le prétend ou avoir une moralité,
et tout en préservant sa foi, ses principes religieux, hein, parce que bon, on a chacun une façon de... on a un rituel, donc un rituel, de part un rituel, et puis sacré aussi. Alors, c'est quand même une féminité, c'est le côté féministe, et c'est le côté aussi, le côté humain. Voilà, c'est ça, le côté humain. C'est ça. Donc, très ouverte au niveau des relations humaines resplendissantes. Donc, il n'y a pas de... Vous savez, elles ne sont pas frustrées, ces dames. Elles sont vraiment dans le cheminement de leur évolution culturelle. À l'international aussi. J'ai vu qu'elles sont très, elles parlent anglais aussi, elles parlent anglais, le français, donc c'est admiratif, c'est admiratif. Voilà. Yasmine Bouguerou, pour vous, s'agit-il d'un documentaire féministe? Je dirais que oui. Je rebondirais sur ce que Madame Maître Camille Rousset avait mentionné, comme quoi c'était très humaniste. Et ça m'a fait vraiment penser ce film à une personne que j'ai rencontrée à travers Internet. C'est Chloé Valdary qui a élaboré la Theory of Enchantment, puis qui donne des conférences antiracistes dans les compagnies et qui fait une nouvelle approche justement de la conception de ce que c'est l'antiracisme et qui fait en sorte que cette approche-là préconise plutôt l'aspect humain, au-delà de l'aspect ethnique, race, religion, et qui met, admettons qu'avec les approches un peu plus classiques, on va mettre vraiment de l'avant les différences, admettons, les privilèges, les différences très, très cristallisées de chacun. Et elle va approcher ça plutôt d'une manière humaine. Donc, voyez-moi d'une manière humaine, puis on va arriver à faire des ponts ensemble. C'est une approche comme tant d'autres, mais ce documentaire-là m'avait inspiré beaucoup cet aspect-là. Féministe, c'est certain, mais je trouve que de nos jours, féministe, ça a comme le dos large un peu. Tu sais, ça peut ne pas être militant, ça peut l'être. On dirait que dès que ça implique les femmes, ça peut être féministe. Donc, si c'est féministe, oui, d'une manière large, mais d'une manière plus précise, j'ai trouvé que c'était un changement de paradigme par rapport à comment on aborde justement ces thématiques-là. Eh bien, Saïda, votre film, s'agit-il d'un documentaire féministe? C'est intéressant que vous posiez cette question parce que mon concept du féminisme en France, ça n'adhérait pas avec moi. Ce que je voyais, ce que je comprenais du féminisme n'adhérait pas avec moi. Quand je suis arrivée au Canada, j'ai réalisé, et là je le dis parce que j'ai quand même évolué dans deux mondes, anglophone et francophone, que ben non, évidemment que je suis féministe. Je crois que la parole des femmes est importante. Je crois que quand elle manque et qu'on veut parler à sa place, c'est aussi mon travail de m'assurer qu'elles ont leur voix. Donc, dans ce contexte-là, oui, mon film est féministe puisque je donne la parole à des femmes que jusqu'à présent, on n'a pas entendues parce que souvent, on entend des hommes parler au nom de leur propre expérience ou les femmes très religieuses, pour aller dans la caricature, puisque c'est ça qu'on avait pendant longtemps. Mais j'ai aussi quelque chose que vous ne voyez pas dans le film, qui est les gens qui ont travaillé sur ce film. On doit être à 95% femmes. J'ai fait le choix d'avoir une directrice de photographie qui soit une femme. J'ai fait le choix que la monteuse soit une femme. J'ai fait le choix que l'équipe soit la plus féminine possible. Et le travail d'animation a été fait par deux femmes. L'illustratrice est Mélanie Baillarger. Donc, j'ai retiré un homme de ma liste. Donc, oui, quelque part, j'ai voulu quand même un film humaniste. J'ai voulu un film qui dépasse la question de la religion musulmane et qui puisse se retrouver. Je ne voulais pas que les gens qui ne sont pas musulmans regardent le film en disant ça ne me concerne pas, ça ne m'apporte rien. Et je pense que quand on regarde le film, justement, vous le disiez bien, Maître Rousset, on peut s'y retrouver. On peut sortir de là, on peut s'identifier sans avoir à avoir une religion. Et je pense que même sans être dans du religieux, on a tous besoin
on est dans une société aujourd'hui qui valorise l'individualisme et la consommation. Ça remplit pas, ça n'a pas un écho pour tout le monde. Et certains ont trouvé dans le yoga, dans la spiritualité d'ordre moi j'appelle ça un peu l'alternatif, là, ce qui commence à le bien-être, une forme aussi de spiritualité. Donc voilà, je pense quand même qu'il y a du féminisme dans ce film, mais je suis contente aussi que ça n'arrête pas. Ce n'est pas la première chose qui vous saute aux yeux parce que l'objectif est non pas non plus de faire peur aux hommes. Hein. Je crois que c'est universel. Donc voilà. Et puis peut-être que par contre, le fait qu'on parle de ces femmes musulmanes et qu'on leur donne la parole, peut-être qu'on aura un peu plus de bienveillance dans nos rapports entre les uns et les autres. Alors, toute cette entrevue dialogique, cette table de concertation à pleine voix, c'est possible grâce au directeur général de Choc FM, Guillaume Laurin. Il n'y a qu'une mauvaise question, celle qu'on ne pose pas. Quelle est votre question pour Saïda, Monsieur Laurin? J'en aurais beaucoup encore. On a abordé ensemble des questions passionnantes sur l'émancipation. On a évoqué l'humanisme, l'universalisme de ce documentaire, la sororité, la solidarité féminine, qui je pense est un des thèmes majeurs de ces dernières années en termes de droits des femmes, que ce soit, on pense au mouvement MeToo ou à bien d'autres. Et en ce qui concerne la question, puisque vous dites, professeur, qu'il n'y a pas de mauvaise question, sans vouloir, bien sûr, me faire l'avocat du diable, j'allais dire, ce qui m'a frappé, moi, en tant que spectateur, c'est la grande liberté, on pourrait dire la modernité, en quelque sorte, de ces 6 femmes musulmanes canadiennes qui évoluent dans la société, qui sont, par certains côtés, effectivement elles-mêmes porteuses, en tout cas d'un message féministe où je pense qu'ils sont inspirantes par le simple fait qu'elles portent, que ce sont des femmes fortes. Ce qui m'a frappé, je disais, c'était cette grande liberté et le sentiment que j'ai que leur adaptation, puisqu'elles sont immigrantes également, souvent leur adaptation à leur pays se fait de manière assez naturelle finalement. Alors, ce qu'on a évoqué, je pense en filigrane un certain nombre de ces questions, mais on a parlé de l'évolution de l'islam et on a dit, on a évoqué un certain nombre de questions qui peut-être sont des à côté davantage culturels de l'islam que véritablement relevant de la religion ou relevant de la spiritualité. Est-ce que, à votre sens, à toutes, faudrait-il peut-être davantage se détacher de ces notions, peut-être du passé traditionnel qui, finalement, n'ont pas grand-chose à voir avec la religion en tant que telle, puisqu'on a évoqué également le fait que cette religion est une religion individuelle entre une personne et le Coran? Qu'en dites-vous, Saïda? En fait, ce que vous mettez de l'avant, en fait, c'est le poids dans la religion des coutumes et de la culture et des cultures de chacun. Moi, j'ai compris, ça m'a pris du temps, hein, quand même. À l'époque, j'ai étudié le droit et j'ai eu un petit peu de droit islamique quand j'étais à l'université d'Amsterdam. J'ai compris pourquoi dans certaines cultures, on n'appliquait même pas à 100% le droit musulman. Et là, je vous parle de l'héritage, par exemple, qui donne une demi-part aux femmes et qui donne un droit à l'héritage. Mais c'est que souvent, chaque communauté, chaque culture, et l'islam a été, dans sa progression dans le monde, a été capable de s'adapter aux cultures locales. Donc, vous allez retrouver cet amalgame pour les gens de considérer que leurs coutumes font partie de leur religion et qui n'ont pas la connaissance. Et là, je ne veux pas dire qu'il faut absolument aller étudier en long, en large l'arabe classique de l'époque du Coran. Là, on parle du 7e siècle quand même. Là, ce n'est pas la langue arabe parlée aujourd'hui.
Or, il y a des gens qui prennent l'arabe littéral d'aujourd'hui et qui lisent le Coran en interprétant chaque mot. Donc, ce que ça nous ramène, c'est que c'est toujours une histoire de est-ce que vraiment une religion, si on prend le catholicisme, hein, les messes en latin, il n'y avait personne qui comprenait rien du tout. Hein. Donc, on est dans cette évolution. Je pense sincèrement qu'on va y arriver en Occident, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent justement pour ramener cette interprétation dans un contexte d'époque et de là où on est, pas là où vous étiez, où vos ancêtres étaient, là où vous êtes. Et il y a beaucoup de gens qui disent des bonnes choses dans ce sens-là, on ne les entend pas souvent. Moi, je sais que je prends le temps d'écouter des émissions phares et des chercheurs pour être justement dans cette compréhension-là. Mais moi, ces femmes-là à qui j'ai parlé, ce qu'elles m'ont ramené, en fait, c'est que la majorité d'entre elles, je ne dis pas toutes, mais la majorité d'entre elles, il y en a au moins 3 qui ont vraiment été à l'école musulmane, compris coranique, etc., y compris au Canada, et qui ont un savoir de lecture qui leur permet facilement de faire justement cette interprétation. Vous parlez de modernisation, je parlais plutôt de situation dans le monde occidental. Par contre, je ne veux pas vous corriger pour vous corriger, Madame Sen, mais je voudrais juste dire, ce n'est pas une question de civilisation. On n'a pas la meilleure civilisation en Occident. On ne peut pas se baser comme référence comme étant la seule civilisation qui est importante. Il y a plein de civilisations qui ont eu des avancées sur beaucoup de choses, y compris le matriarcat. Tout à fait, la civilisation, voilà. Oui, tout à fait. Parce qu'on est encore dans du patriarcat. Voilà, on est encore dans du patriarcal en Occident. D'ailleurs, dans le documentaire, on en parle du patriarcat, il y a la thématique. Et le patriarcat, ça ramène encore les femmes à l'arrière. Donc, il y a encore un cheminement et il n'est pas dans la religion, là. Il est dans le contexte structurel. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Il y a beaucoup d'éléments que je veux amener, mais disons que simplement que ça nous amène vers une réflexion sur la recherche individuelle que tous peuvent faire en fonction de ces moyens pour aller en adéquation avec ce qu'on croit. Alors justement, je pense que tout ça est de l'ordre de la science. Hein. L'arabe, les civilisations de la préhistoire, de chacun de nos pays, etc. Donc, tout ça ramène à la découverte de notre humanité. Alors, si vous permettiez, on va boucler la boucle. Je vais évoquer 2 premiers principes qu'on dit en philosophie qui jaillit, à mon humble avis, en tant que spécialiste en sciences des religions, du documentaire À pleine voix. Et quoi est le nom? Je fais référence à 2 théologiens allemands. D'abord, Reinhold Niebuhr et son livre, son essai qui a révolutionné les études, Démystifier le Christ. Pour moi, À pleine voix démystifie les femmes musulmanes. Et c'est primordial. Deuxième théologien allemand, Paul Tillich, en 1948, suite au désastre de la Deuxième Guerre mondiale, occasionné par sa patrie, l'Allemagne, a publié un livre qui s'intitule La théologie de la culture. Quel en est le premier principe de la théologie de la culture? Eh bien, Tillich disait, la religion est la substance de la culture et la culture est la forme de la religion. Et quand mademoiselle Yasmine Bouguerou, elle a mentionné justement de Sonnet, elle a constaté qu'il y a beaucoup de cultures musulmanes, beaucoup de cultures islamiques. Quel est le rapport entre religion et culture? Et en dernier, il y a un leitmotiv, une thématique qui revient dans cette conversation collective de notre entrevue dialogique, c'est-à-dire la spiritualité. Et quand on fait la part des choses entre religion, qu'on associe avec dogme et institution, et la spiritualité, et je crois que l'artiste de l'art contemporain dans ce film, Farine Ak, elle personnifie ce que c'est de la spiritualité
pour cette femme qui épouse et qui reconnaît la grande richesse, la tradition, l'héritage, les legs d'islam qu'elle a su transformer par l'art contemporain afin d'exprimer sa spiritualité. Et j'apprécie beaucoup ce que disait Farine Ak. Elle dit, une culture, une religion évolue et le danger, c'est dans nos communautés de diaspora de rester figés, alors que la spiritualité et la religion est organique, est évolutive. Je tiens à remercier la réalisatrice Saïda parce qu'elle a ouvert tout grand un débat d'idées et à chacune de nos participantes, Saïda, Maître Camille Rousset, Lucie Lachapelle, Annie Sen, je vous souhaite une excellente journée internationale des femmes et à l'auditoire de Choc FM et encore un grand merci au nouveau directeur général de Choc FM, Guillaume Laurin, et à l'auditoire de Choc FM, excellente journée internationale des femmes. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Elle vient de tout le monde. commencer en France, hein, depuis 8 minutes. J'ai de l'avance sur vous. Merci. Merci à à tous. tous de votre Merci à participation. toutes. Merci, professeur Cornette, pour ce jeu de questions avec droit de Merci réponse beaucoup. sur les ondes de choc. C'était très agréable. Merci infiniment et encore une fois, excellente journée internationale des droits des femmes à toutes. Je tiens à vous remercier pour l'invitation. Merci beaucoup et pour le Merci. film. Enfin, Merci pour le film, Saïda. Merci. Merci Ah à toutes. oui. Merci Merci, beaucoup. Saïda, pour le film. Bonne continuation et bonne journée de la femme. Oui. Des femmes. Au revoir.